Bien, c'est à mon tour de vous remercier de votre invitation, pour m'avoir invité à parler d'un sujet sur lequel je travaille déjà depuis beaucoup d'années maintenant et sur lequel j'ai débouché en fait par des activités professionnelles puisque j'étais conservateur du patrimoine aux Archives nationales. Et quand je suis arrivée en 2000, on m'a confié une sous-série de cadres de classement qui s'appelle la sous-série F12. Les historiens des techniques et de l'économie connaissent très bien cette sous-série et qui en fait concerne le commerce et l'industrie et qui contient, entre autres choses, les fonds des expositions universelles organisées à Paris, organisées en France, ou auxquelles la France a participé à l'étranger, ce qui fait une mine considérable de documents de toutes sortes, de caractère administratif, à caractère également architectural, puisqu'il y a tous les plans, par exemple, du Grand Palais, du Petit Palais, d'un certain nombre de constructions des expositions universelles. Et donc, à partir de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tombée dans le chaudron et je ne suis pas prête d'en sortir, je crois. Voilà, pour vous expliquer un petit peu le contexte de la chose. Bon, d'abord, bonsoir à tous. Merci de votre présence nombreuse qui m'honore. Les manifestations auxquelles nous allons particulièrement nous intéresser ce soir ont occupé une place majeure dans l'histoire mondiale de la seconde moitié du XIXe siècle et d'une bonne partie du XXe siècle. Elles ont rencontré un immense succès dans tous les pays et dans toutes les classes sociales, à tel point que l'écrivain Gustave Flaubert a cru devoir les inclure dans son dictionnaire des idées reçues, avec une définition qui va vous paraître pittoresque, exposition, sujet de délire du XIXe siècle. Alors c'est effectivement une définition qui peut sembler curieuse, mais qui correspond tout à fait à l'expo-mania qui s'est emparée du monde occidental pendant au moins la période 1855-1937. Alors la place des expositions universelles est bien sûr particulièrement importante dans l'histoire de Paris, et je commencerai mon propos par une page d'un autre écrivain du XIXe siècle qui était un observateur attentif et un fin chroniqueur de la vie parisienne, Émile Zola. Émile Zola a écrit un roman qui s'appelle L'Argent, qui est paru en 1890, qui est en fait le roman de la spéculation boursière. Il décrit l'ascension et puis la chute du banquier Saccard et de sa banque universelle sur fond d'exposition universelle, et il consacre plusieurs pages à décrire la fièvre qui s'empare de la capitale lorsque s'ouvre et se déroule l'exposition universelle de 1867. Alors d'abord cette première page qui concerne plus exactement l'ambiance qui entoure l'inauguration de l'exposition, puisque les expositions en fait durent 6 mois, généralement du mois d'avril ou du mois de mai jusqu'au mois d'octobre-novembre, au moment où il fait beau, où les gens on peut faire des manifestations en plein air. Ce fut le 1er avril que l'exposition universelle de 1867 ouvrit au milieu de fêtes avec un éclat triomphal. La grande saison de l'Empire commençait, cette saison de gala suprême qui allait faire de Paris l'auberge du monde, une auberge pavoisée, pleine de musique et de chants. Jamais règne à son apogée n'avait convoqué les nations à une si colossale ripaille. Vers les Tuileries flamboyantes, dans une apothéose de féerie, le long défilé des empereurs, des rois et des princesses se mettait en marche des 4 coins de la terre. Et un peu plus loin, il ajoute « La joie avait gagné de maison en maison, les rues étaient une ivresse. Un nuage de vapeur fauve, la fumée des festins, la sueur des accouplements s'en allait à l'horizon, roulait au-dessus des toits la nuit des Sodomes, des Babylones et des Ninives. » On reconnaît le style un peu emphatique de Zola. Depuis mai, les empereurs et les rois étaient venus en pèlerinage des 4 coins du monde. Des cortèges qui ne cessaient point, près d'une centaine de souverains et de souveraines, de princes et de princesses. Paris était repu de majesté et d'altesse. Il avait acclamé l'empereur de Russie et l'empereur d'Autriche, le sultan et le vice-roi d'Égypte, et il s'était jeté sous les roues des carrosses pour voir de plus près le roi de Prusse. Et encore, je n'ai fait qu'un bref extrait, je vous en renvoie à la lecture de L'Argent pour ces pages, qui sont d'ailleurs très belles, qui sont écrites avec beaucoup d'envolées lyriques, mais en même temps qui correspondent certainement à la réalité de ce qu'était cet événement, l'inauguration et la tenue de l'exposition universelle à Paris. Alors, je rappellerai simplement que l'exposition universelle de 1867, à laquelle Émile Zola fait allusion et dont il fait le décor de son roman, est la deuxième manifestation de ce type qui est organisée à Paris par le Second Empire. Elle accueille sur le Champ de Mars, on y reviendra, entre le 1er avril et le 3 novembre 1867, soit pendant 217 jours,
52 200 exposants représentant 42 pays différents, et selon les estimations de 11 à 15 millions de visiteurs venus des quatre coins de l'univers. En fait, ces expositions apparaissent en Occident au milieu du XIXe siècle, mais elles s'inscrivent dans une histoire beaucoup plus ancienne. On pourrait bien sûr remonter aux foires de Champagne, qui sont bien connues, mais sans aller aussi loin, il faut évoquer les expositions industrielles qui sont créées à Paris dès 1798, donc sous le Directoire, par le ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau. Il s'agit alors pour lui de relancer et de protéger l'industrie française après les événements révolutionnaires qui les ont mises fort à mal et de susciter une émulation qu'il espère féconde entre les fabricants et les négociants. Donc ces expositions nationales des produits de l'industrie française se tenaient généralement dans la cour du Louvre, la cour carrée que vous pouvez reconnaître très facilement sur cette gravure. Là, nous avons une gravure qui représente l'exposition des produits de l'industrie française en 1801, mais ces expositions se sont tenues très régulièrement à Paris jusqu'en 1849. Donc j'insiste bien, dans cette situation, il s'agit bien d'expositions nationales, à laquelle ne participent que des négociants et des manufacturiers français, et qui ne concernent donc que les produits de l'industrie. Alors, ces expositions vont avoir leur pendant en parallèle en Angleterre à peu près à la même époque, ce qui fait que déjà, c'est une affaire, les expositions internationales, les expositions industrielles, qui intéressent à la fois la France et l'Angleterre. Et vous allez voir que les chemins de ces deux pays vont à nouveau se recouper. Alors, bien sûr, ces expositions sont étroitement liées à la révolution industrielle. La mécanisation, l'expansion du chemin de fer et de la navigation à vapeur favorisent la production à grande échelle et la distribution aux quatre coins de la planète de produits conçus pour satisfaire les besoins du plus grand nombre. À l'origine, elles sont aussi vivement souhaitées par les inventeurs, car elles leur permettent d'assurer, contrairement au brevet d'invention qui est créé par la France, à la demande même des inventeurs en 1791, mais qui est payant. On l'a même qualifié, le brevet d'invention, d'impôt sur le génie. Donc ça leur permet d'assurer sans frais la publicité et la promotion de leurs inventions. Au milieu du XIXe siècle, les choses changent de dimension quand les Anglais prennent l'initiative de la première exposition internationale à Londres. Précisons dès maintenant qu'il y a une différence entre exposition universelle et internationale. Exposition internationale, vous comprenez ce que ça veut dire, par opposition à exposition nationale, ce sont des expositions qui sont ouvertes à l'ensemble des exposants, quelle que soit leur origine, de par le monde. En revanche, exposition universelle, là on a affaire à une universalité thématique et non pas une universalité géographique, c'est la différence. En fait, les expositions universelles se distinguent des expositions strictement industrielles dans la mesure où, en fait, où elles sont ouvertes à tous les produits de la création humaine, y compris les productions intellectuelles et les beaux-arts. Donc l'universalité est thématique et non géographique, et il y a souvent des expositions qui sont à la fois internationales et universelles. Alors nous sommes en 1851 à Londres, et c'est à ce moment-là donc que les expositions deviennent internationales pour la première fois, avec The Great Exhibition of All Nations, qui est présenté dans le fameux Crystal Palace de Robert Paxton, vaste nef de fonte et de verre édifié à Hyde Park. 564 mètres de longueur, 39 mètres de hauteur sous nef, 92 000 mètres carrés de surface d'exposition. Puis les expositions deviennent universelles à Paris pour la première fois en 1855. Vous allez voir qu'il y a un jeu subtil de renvoi, de balles entre les Anglais et les Français, et les expositions sont tantôt chez les uns, tantôt chez les autres, sur un rythme qui va s'accélérer de plus en plus. Donc on dit qu'en 1855, on dit que c'est à l'initiative de l'impératrice Eugénie qui voulait joindre les beaux-arts à l'agriculture et à l'industrie qu'on crée le concept d'exposition universelle qui n'existait pas auparavant. Et dès lors, les expositions vont se succéder sur un rythme de plus en plus croissant et sur des superficies de plus en plus vastes.
je vais vous inviter à faire un petit voyage dans ces expositions, particulièrement parisiennes, puisque Paris a toujours eu un rapport très privilégié aux expositions universelles. Elle en accueille 5 entre 1855 et 1900. Alors, nous sommes en 1855, première exposition universelle qui se tient à Paris, et dont le titre est « Exposition universelle des produits de l'agriculture, de l'industrie et des beaux-arts ». Elle est installée cours La Reine, cours Marigny et avenue Montaigne sur une superficie de 15,2 hectares. Cette exposition a un destin un peu difficile dans la mesure où elle se solde par un gros déficit, plus de 8 millions de francs. Et ce déficit originel, si je puis dire, va se transformer en obligation acceptée par les commissaires, pour tous les organisateurs des expositions, de rentabiliser au maximum les expositions, donc parfois de les faire dériver des expositions purement de produits vers des expositions qui vont se transformer petit à petit en Luna Park, que vous allez voir au fur et à mesure de ma présentation. La réalisation architecturale majeure de cette exposition de 1855, c'est le Palais de l'Industrie, dont vous avez une photographie ici de l'entrée principale par Édouard Baldus. Donc, Palais de l'Industrie installé à peu près à l'emplacement du Grand Palais aujourd'hui, qui va être conservé jusqu'en 1900 et qui sera remplacé pour l'exposition de 1900 par le Grand Palais. Alors malheureusement, il ne reste que très peu de vestiges de ce bâtiment, si ce n'est toutefois le fronton qu'on aperçoit. Le groupe statuaire qui surplombe le fronton du palais, qui aujourd'hui est installé dans le parc de Saint-Cloud, qui est en bien mauvais état, qui mériterait quand même qu'on prenne un peu plus de soin. 1867, vous avez là une vue perspective du Champ de Mars par Cicéry et Benoît. C'est un document aquarellé magnifique qui est conservé aux Archives nationales et qui donc représente l'installation complexe de l'exposition universelle sur le Champ de Mars. On a d'une part ce grand palais elliptique qui est dû à un ingénieur, Jean-Baptiste Krantz, et puis autour on a le Champ de Mars, c'est-à-dire le champ de manœuvre de l'armée tout simplement, qui a été transformé par Alphand en une espèce de parc à l'anglaise, avec des sentiers tortueux, des cascades, même des lacs, comme par exemple ce petit lac qui sert de décor à un phare. Alors le phare est un produit industriel, c'est un phare qui est en fait un phare en kit. Il est constitué de pièces métalliques qui se fixent les unes aux autres avec des boulons et qui permet, l'idée du producteur, du manufacturier, est de permettre la construction de phares partout dans les océans du monde, puisque sa construction ne demande pas de personnel qualifié. C'est un système très moderne d'ailleurs pour nous, parce que les objets en kit on les connaît bien, et donc ça a eu un succès moyen, mais néanmoins il y en a eu un qui a été construit en Nouvelle-Guinée, je crois, non, en Nouvelle-Zélande, et un autre qui a été construit au large de la Bretagne, qui malheureusement a été détruit au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette exposition de 1867, elle est installée donc sur le Champ de Mars principalement, sur l'île de Billancourt pour l'agriculture, sur une superficie de 68,7 hectares. Donc vous voyez, on a déjà considérablement augmenté par rapport à celle de 1855. 42 pays participent et elle se finit par un solde positif de 3,13 millions de francs. Donc le pari tenu de rentabiliser l'exposition a été bien tenu par les organisateurs. La réalisation architecturale majeure, vous l'avez sous les yeux, c'est ce palais elliptique, qui est tout à fait intéressant parce qu'en fait, il traduit de façon architecturale dans l'espace le plan de classement des objets exposés qui est dû à le plaire. On va en cercle concentrique, depuis le plus prosaïque, les productions de la terre, ce qui sert à manger, en passant par différentes catégories, jusqu'aux plus intellectuels, c'est-à-dire les beaux-arts qui sont présentés dans la cour centrale. Alors malheureusement, il ne reste rien de ce palais aujourd'hui, il a été détruit à la fin de l'exposition, mais il y avait un endroit, un quart du parc qui était transformé en parc des nations, qui était tout à fait intéressant parce qu'on avait invité les participants à l'exposition, enfin ceux qui voulaient évidemment, à présenter là des pavillons qui étaient représentatifs de l'architecture nationale de leur pays.
Alors ça, c'est une première à l'exposition de 1867 qui va être ensuite poursuivie dans les expositions suivantes, qui va avoir un grand succès et qui va avoir un bel héritage, cette idée de faire figurer des pavillons nationaux. Et j'aurai l'occasion de vous en présenter un certain nombre. Alors, donc, seuls sont conservés de cette exposition de 1867 quelques pavillons nationaux, comme par exemple le pavillon du Bey de Tunis. Alors, c'était le pavillon de la Tunisie, évidemment. Pavillon, donc, c'était censé représenter le palais d'été du Bey de Tunis au Bardo. Comme toujours dans les expositions universelles, les reproductions architecturales ne sont jamais extrêmement authentiques. Il y a toujours une part de réinterprétation. Sachant d'ailleurs que les architectes qui sont chargés de la construction de ces pavillons ne sont pas des architectes originaires des pays représentés, ce sont des architectes parisiens. Donc ils ont leur propre idée, bien sûr, ils arrangent des choses. Le palais, d'ailleurs, le palais du Bey de Tunis, comme on l'a appelé, était très très influencé par Grenade, l'antiquité musulmane, si je puis dire, l'architecture musulmane telle qu'on pouvait la découvrir en Andalousie, et que les Français connaissaient certainement mieux à cette époque-là que l'architecture musulmane de Tunisie. Alors néanmoins, ce pavillon a énormément plu aux Parisiens, si bien que la ville de Paris l'a racheté à l'issue de l'exposition, et elle l'a réinstallé au Parc Montsouris, où il a... Certains d'entre vous l'ont certainement connu. Moi, je me souviens, petite fille, de l'avoir vu. C'était une espèce de palais, la Belle au bois dormant, un palais magique des mille et une nuits, qui était tout à fait qui détonnait dans son cadre, puisque c'était très étonnant de le voir là. Et il a abrité pendant longtemps des bureaux, des services de l'Observatoire de Paris. Puis, il a malheureusement disparu dans un incendie au début des années 1990. Malheureusement. 1878, exposition suivante. Alors là, vous avez le pavillon du Creusot sur le Champ de Mars. C'est ce qu'on voit là, avec l'énorme marteau-pilon des forges du Creusot. Et puis derrière, évidemment, le palais du Trocadéro. Extraordinaire palais qui ne vous dit plus rien, parce qu'il n'existe plus aujourd'hui. Enfin, il n'existe plus sous la même forme. Donc, est dû aux architectes Daviou, Gabriel Daviou et Jules Bourdet. Alors, ce palais du Trocadéro, il avait déjà une allure un peu exotique, avec ces deux grandes tours qu'on comparait très souvent à des tours minarets. Et puis surtout, il avait ce pavillon du central qui comportait une vaste salle de conférence où on donnait également des concerts, des représentations de théâtre. Et malheureusement, enfin, en 1937, pour l'exposition internationale de 1937, on a décidé de modifier la structure du palais du Trocadéro pour en faire le palais de Chaillot actuel que nous connaissons. C'est-à-dire qu'on a fait sauter tout ce bloc au milieu, là, qui a disparu, et on a réhabillé, remanié les ailes, mais aujourd'hui encore subsistent sous les structures du palais de Chaillot les anciennes galeries du palais du Trocadéro. Au moment où j'ai eu l'occasion de visiter le chantier du musée de l'Homme, au moment où on était en train de le restaurer, et quand on a fait tomber un certain nombre de structures, on retrouve tout à fait à l'intérieur des galeries des mosaïques qui viennent du Trocadéro et même les structures des toits qui s'emboîtent les unes dans les autres. Alors, l'exposition de 1878, elle est donc installée sur le Champ de Mars, sur la colline de Chaillot, comme vous le voyez après la photo de Collard, et également sur le quai d'Orsay et l'esplanade des Invalides pour les annexes agricoles, soit une superficie de 75 hectares. On est toujours en train d'occuper plus de terrain dans Paris. 36 pays y participent. Alors là, malheureusement, solde déficitaire de près de 30 millions de francs. Voilà. Mais ça n'a pas empêché d'en refaire une exposition en 1889. Alors bon, cette affiche est extrêmement connue, c'est une affiche de la compagnie du PLM, du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée, qui proposait des billets spéciaux avec 25% de réduction pour l'aller et le retour à l'exposition. Car on vient de très loin à l'exposition, même de France. Moi, une de mes amies m'a confié que ses grands-parents, qui étaient bretons, et qui se sont mariés en 1900, sont venus faire leur voyage de noces à l'exposition universelle de 1900. Donc, c'était un lieu vraiment qui attirait énormément. Alors, l'exposition de 1889, elle est dédiée à la commémoration du centenaire de la Révolution française. Elle est installée sur le Champ de Mars.
Elle est sur le Champ de Mars, sur l'esplanade des Invalides, sur la colline de Chaillot et sur les rives de la Seine entre ces sites, sur une superficie totale de 96 hectares. 35 pays y participent. Elle se liquide par un solde positif de 8 millions de francs. Ses représentations architecturales majeures sont le Palais des Machines, ce qu'on devine là au fond du Champ de Mars sur l'affiche. Également la rue du Caire, dont on reparlera, mais qui ont été détruits, et puis la fameuse tour Eiffel, enfin la tour de 300 mètres de haut, ça c'était son titre officiel, qui est devenue notre tour Eiffel, et qui est devenue aussi un symbole de la capitale, dont la capitale ne saurait certainement pas se départir. Mais il faut savoir que la tour Eiffel a failli quand même ne pas survivre. C'est paradoxalement la guerre de 14 qui l'a sauvée, puisque les installations de transmission militaire étaient installées au sommet de la tour Eiffel, et qu'en 14, évidemment, il était tout à fait important de les conserver. Alors là, nous avons l'exposition de 1900, dont vous avez un plan général à vol d'oiseau, qui est conservé également aux Archives nationales. Alors cette exposition était consacrée au bilan du siècle. Elle était installée sur le cours La Reine, l'esplanade, donc le cours La Reine, c'est-à-dire cette partie ici, l'esplanade des Invalides, et puis également sur le Champ de Mars et sur les rives de la Seine, entre ces sites. Et il y avait une annexe à Vincennes qui était consacrée toujours à l'agriculture. Alors là, on a considérablement augmenté, on en est à 120 hectares de superficie à Paris et à 110 hectares à Vincennes. 58 pays y participent, donc plus que l'exposition de 89, parce que l'exposition de 89 avait été plutôt boudée par les monarchies européennes qui, l'idée de commémorer la révolution de 89, c'était pas vraiment... Il n'y a pas tellement l'intérêt, c'est sûr que ça pouvait être dangereux. Donc 58 pays participent à l'exposition de 1900, c'est une exposition qui remporte un très grand succès, et elle se termine par un solde excédentaire de 7 millions de francs. Alors là, il y a plein de réalisations architecturales majeures que nous connaissons encore, puisque là, nous en avons conservé beaucoup. Bien sûr, il y a le Grand Palais, il y a le Petit Palais qui lui fait face, il y a le pont Alexandre III, il y a également des gares, la gare des Invalides qui se trouve ici, la gare d'Orsay qui se trouve là, un petit peu plus loin, qui aujourd'hui est transformée en musée. Il y a également... voilà. Par contre, il y avait d'autres installations tout à fait extraordinaires qui malheureusement ont été détruites. Il y avait la porte monumentale Binet, qui était surmontée d'une statue monumentale de la Parisienne, habillée par Jeanne Lanvin, donc à la mode de 1900, qui se trouvait être à la place de la Concorde. C'était l'entrée de l'exposition sur la place de la Concorde. Et on a des photographies qui montrent la déchéance, si on peut dire, de cette pauvre Parisienne. Sa statue est jetée à bas de la porte à la fin de l'exposition. Il y avait également le palais de l'électricité qui était tout à fait remarquable. Il y avait des fontaines électriques, le quai des Nations, dont je vous montrerai une image tout à l'heure, et le vieux Paris qui ont été détruits. Voilà. Après la Première Guerre mondiale, Paris va recevoir cette fois des expositions internationales. Il semble que la formule exposition universelle passe un petit peu de mode, et on se tourne vers des expositions internationales. D'abord en 1925, pour lequel je n'ai pas d'image malheureusement, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, qui est située entre l'esplanade des Invalides et les abords des Grands et du Petit Palais. Son but est de remettre en valeur le savoir-faire des artistes et des artisans français après la Grande Guerre, et ces pavillons marquent l'apogée du style architectural qu'on qualifiera d'art déco. Après 1931, alors 1931, c'est une exposition qui a un caractère un peu particulier, c'est l'exposition coloniale internationale de Paris, qui est présentée au Bois de Boulogne sur une superficie de 110 hectares. Alors ici, vous avez le musée permanent des colonies, qui est vraiment une des réalisations majeures de cette exposition. Vous connaissez le bâtiment, il existe toujours, hein, c'est aujourd'hui la cité de l'histoire de l'immigration, après avoir été le musée des arts africains et océaniens, qui est dû donc à l'architecte Albert Laprade, avec cette magnifique tapisserie de pierre, hein, je cite tapisserie, c'était comme ça que Laprade l'appelait, qui représente des scènes de la vie coloniale
qu'on peut encore aujourd'hui, enfin moi personnellement je ne me lasse pas de l'admirer parce que je trouve que c'est vraiment un très bel objet. Mais il y avait également le zoo de Vincennes, qui existe toujours. Il y avait l'église Notre-Dame des Missions, qui aujourd'hui est à Épinay-sur-Seine. Alors l'église Notre-Dame des Missions, là on est un peu comme dans l'histoire du phare que je vous racontais tout à l'heure. C'était une église qui était construite en matériaux très légers, qui donc était une église un peu qu'on pouvait construire n'importe où dans l'Empire, pour l'évangélisation de l'Empire évidemment, et sans avoir à la fois besoin de matériaux de construction très sophistiqués, ni de personnel très qualifié pour la construire. Alors après l'exposition, l'église Notre-Dame des Missions a été démontée et elle a été reconstruite, alors cette fois-ci en béton, hein, donc de façon beaucoup plus solide, en béton armé à Épinay-sur-Seine, où on peut encore la visiter aujourd'hui. Et puis, toujours à cette exposition de 1931, il y avait quelque chose que l'on peut regretter énormément, puisque ça n'existe plus, c'était la reconstitution monumentale du temple d'Angkor Wat en stuc. C'était sur 5000 mètres carrés d'exposition et le soir, on y faisait des projections lumineuses et ça a été quelque chose qui a énormément frappé les esprits des visiteurs de cette exposition de 1931. Malheureusement, c'était du stuc, donc le stuc, c'est pas solide, ça résiste pas, et il ne reste aujourd'hui rien. Ensuite, on va passer à 1937. Voilà l'exposition internationale de Paris. Donc là, vous avez une carte postale qui nous présente une vue générale donc, de la colline de Chaillot et du Champ de Mars derrière la Seine. Alors elle avait le titre d'Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Elle était située sur le Champ de Mars, la colline de Chaillot, l'esplanade des Invalides, le carré Marigny, le cours La Reine, le quai de Tokyo, les rives de la Seine entre les Invalides et le Trocadéro, avec là aussi des annexes à Sceaux, à la Porte-Maillot et au boulevard Kellermann. 105 hectares de superficie, 50 pays participants, bilan excédentaire de 117 millions de francs. Les réalisations majeures sont le palais de Chaillot, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est en fait une réinterprétation, en quelque sorte, pourrait-on dire, de l'ancien palais du Trocadéro, le musée d'art moderne, qui est toujours là, le palais de la découverte aussi, et le musée des travaux publics, qui existe encore, mais plus sous cette forme, puisque le musée a été mis en caisse. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le palais d'Iéna, place d'Iéna, qui abrite le conseil, voilà, le conseil économique et social et environnemental, n'oublions pas la totalité de son titre, qui est un bâtiment aussi, un édifice tout à fait superbe. Si vous avez l'occasion d'aller le visiter, il faut vraiment le faire parce que c'est vraiment très beau. C'est vrai, absolument. Alors, dans le même temps, des expositions universelles tout à fait comparables par leur ampleur et leur faste ont lieu dans d'autres villes européennes. Londres en 1862 et en 1870-1874, Vienne en 1873, Barcelone en 1888 et en 1929, Bruxelles en 1897 et en 1910, Liège en 1905, Milan en 1906, Gand en 1913, et l'Expo Mania gagne d'autres continents, comme par exemple les États-Unis, où on a Philadelphie, une exposition à Philadelphie en 1876, Chicago en 1893, c'est celle-ci, la Columbian Exposition, et encore en 1933, Saint-Louis en 1904, San Francisco en 1915, New York en 1939, en me limitant bien sûr aux expositions avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y en a aussi une en Argentine, et même une en Australie, à Melbourne, en 1880. Donc les expositions universelles ne sont pas exclusivement parisiennes, même si elles occupent une place particulière dans l'histoire de la capitale, car comme je vous disais, Paris est la seule capitale du monde à avoir accueilli autant d'expositions universelles, mais c'est un phénomène mondial. Au XIXe siècle, au XXe siècle, ce phénomène d'exposition s'amplifie, à tel point qu'après la Première Guerre mondiale, il faut prendre collectivement des mesures pour les encadrer plus strictement. Ainsi, la Convention de Paris de 1928 est destinée à les normaliser et à les réglementer, et dès 1931 est mise en place une institution intergouvernementale, le Bureau international des expositions,
qui est aujourd'hui bien actif et qui contrôle désormais l'organisation des expositions internationales. Ces expositions amènent un afflux considérable de visiteurs, d'abord un afflux considérable d'exposants, mais surtout aussi un afflux considérable de visiteurs qui va en augmentant à travers le temps. Vous voyez, de 5 millions de visiteurs en 1855, on est passé à 31 millions en 1937. Mais il faut surtout signaler le chiffre de 1900 qui est tout à fait saisissant. Presque 51 millions de visiteurs, et à l'époque, il n'y a pas 51 millions d'habitants en France. Ce qui montre, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2010, on se demandait à Shanghai combien il allait y avoir de millions de visiteurs qui allaient venir visiter l'exposition universelle de Shanghai, mais toute comparaison, toute chose comparée, l'exposition de 1900 a été absolument incroyable. C'est plus que le nombre d'habitants de la France, qui est quand même assez ahurissant quand on y pense. Donc ces expositions sont des lieux de rencontres, d'échanges commerciaux et techniques bien sûr, mais aussi de rencontres et d'échanges culturels tout à fait considérables, et ce sont également des lieux d'interpénétration de culture, de mixité. Alors, la philosophie sur laquelle s'appuient les expositions internationales, c'est un idéal de paix universelle et la conviction que la prospérité partagée doit concourir à maintenir la concorde entre les nations. Alors, elles sont d'abord, leur première fonction, c'est d'être des grands-messes du commerce et de l'industrie. Là, ce sont des photos conservées aux Archives nationales qui montrent des vues de l'exposition de 1867, sur laquelle je me suis beaucoup intéressée. Donc, la première finalité, c'est être des grands-messes du commerce et de l'industrie. Les marchandises y sont présentées en accumulation, en amoncellement hétéroclite, qui peuvent parfois nous sembler aujourd'hui un petit peu correspondent pas à notre vision des choses, puisque à la fin on ne voit plus rien, et surtout également ont de machines qui sont montrées en mouvement. Ça, c'est une caractéristique très importante des expositions. Grâce à des circuits de vapeur très ingénieux, on essaye de montrer le plus possible des machines en train de fonctionner. Ce sont également des lieux où on distribue énormément de récompenses, des médailles, des mentions. Et pour les exposants qui participent, ce sont donc des lieux où on peut obtenir, ce sont des concours d'abord pour eux. Et ils sont très fiers des médailles, des mentions qui sont distribuées très largement. En 1889, on considère qu'à peu près la moitié des exposants ont été distingués, comme ça ne fâchait personne. Mais c'est aussi un juste retour, si je puis dire, sur investissement, parce qu'aller participer à l'exposition, ça coûte très cher à l'entreprise. Il faut acheter sa concession, il faut monter son stand, il faut amener ses marchandises, il faut les ramener à l'issue de l'exposition, puisqu'il n'est pas question de les laisser sur place. Et en plus, on ne peut pas faire de vente à l'exposition. L'exposition, ce n'est pas un marché, c'est un lieu où on montre des choses, on peut prendre des commandes éventuellement, mais on n'y fait pas vraiment de vente. Donc, il faut qu'ils trouvent un moyen de les faire rentrer dans leurs investissements. Et bien sûr, toutes ces médailles, ces récompenses sont un argument publicitaire rentable, et les entreprises ne vont pas se priver de les faire figurer sur leur papier en tête ou sur même l'emballage des produits. Vous connaissez tous les boîtes de camembert avec les innombrables médailles reproduites, distribuées dans les expositions. Et là, c'est le même principe. C'est l'entreprise textile Masure de Roubaix qui réunit sur un tableau toutes les récompenses obtenues dans diverses expositions. Et bien sûr, ce tableau figurait dans le bureau du directeur. Alors, on a qualifié les expositions d'Olympiades du progrès. Les palais, les pavillons et les galeries sont de vastes constructions qui allient hardiment le verre et le métal et sont souvent eux-mêmes des prouesses techniques. L'innovation est mise en scène à l'exposition avec un faste qui est destiné à éblouir un public qui est encore peu familiarisé avec le monde des techniques. Là, par exemple, il s'agit du pavillon de la photographie. Donc c'est même le palais de la photographie, rien que le mot palais montre déjà l'emphase de la mise en scène, qui est érigé à l'exposition de 1867 par le photographe Pierre Petit, qui a de plus le monopole de la photographie à l'exposition, donc raison de plus de se mettre en valeur. Il fait d'une part la publicité de la photographie, qui est encore une invention moderne. Je vous rappelle que la photographie a été présentée pour la première fois au public à Paris à l'Académie des sciences en 1839. Donc en 1867, c'est une invention qui est encore récente. Et puis, il fait sa propre publicité
en installant un studio de photographie. Donc les visiteurs de l'exposition peuvent venir se faire tirer le portrait. Ici, vous voyez, dans le petit salon, le petit studio qui est représenté sur cette magnifique planche aquarellée, qui est aussi aux Archives nationales, parce que j'ai pris beaucoup de ma documentation aux Archives nationales, je ne vous le cacherai pas. Alors, souvent, donc, c'est dans le cadre de l'exposition que l'invention, la machine nouvelle ou le procédé perfectionné sont dévoilés au public. La liste serait longue si on voulait la faire in extenso. Néanmoins, on peut citer la machine à coudre de Singer, qui est récompensée à l'exposition universelle de 1855. On peut également parler de l'aluminium, qui est révélé également à l'exposition de 1855, le premier lingot d'aluminium qui est produit de façon chimique, artificielle, qui a été financé, sponsorisé par l'empereur sur sa propre cassette. Donc on l'appelle le lingot de l'empereur, et présenté à l'exposition universelle de 1855, avec également des objets et des bijoux qui sont fabriqués dans cette matière nouvelle. Là on a un bracelet, on a des jumelles de théâtre, là on a une tasse et un ciboire qui sont en aluminium. Donc des objets rares et précieux à l'époque, qui coûtaient plus cher que l'or. On peut également citer le canon Krupp, le redoutable canon des usines Krupp d'Essen, qui, d'une façon un peu humoristique, sans doute, est présenté sur le stand prussien à l'exposition de 1867. 3 ans plus tard, c'est lui qui mettra l'armée française en déroute, comme ça. Ou bien encore, comme ici, l'ascenseur hydraulique de l'ingénieur français Léon Hédoux, qui fait sensation aussi à l'exposition de 1867. Alors là, cet ascenseur a une double finalité. D'abord, de faire la publicité de M. Hédoux, évidemment, qui veut vendre des ascenseurs. Et puis surtout, c'est aussi une attraction, puisque le public peut monter dans la nacelle s'élève et lui permet de monter sur le toit du palais de l'exposition. Donc évidemment, pour des gens qui ne sont jamais montés dans un ascenseur, puisque nous maintenant on monte dans un ascenseur, ça nous fait ni chaud ni froid, mais à l'époque évidemment c'était pas le cas. Pour des gens, c'était vraiment une expérience extrêmement forte, et ils s'en souvenaient après. Beaucoup en ont parlé. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les nouveautés qui sont montrées dans les expositions viennent y chercher une reconnaissance et un label de modernité, comme ces machines électromagnétiques qui sont employées dans l'électrothérapie. Donc vraiment, c'est un lieu de validation de l'invention, c'est un lieu de validation de la technique, et c'est un lieu de labellisation. Quand on a exposé son produit à l'exposition, et quand encore plus on a eu une médaille, formidable. Là, un avenir radieux sera vous. Mais au-delà de ces fonctions mercantiles, industrielles, les expositions internationales ont d'autres fonctions qui sont complexes et multiples. D'abord, elles sont des instruments diplomatiques. Dans leurs enceintes sont en jeu des rapports de force entre les puissances industrielles rivales, et les pays dont l'état de l'industrie ne leur permet pas encore d'entrer dans le cercle des nations les plus développées viennent chercher une reconnaissance de leurs aspirations identitaires. C'est le cas, par exemple, en 1867, à Paris, pour l'Égypte et la Tunisie. Ces 2 pays cherchent alors à se débarrasser du joug ottoman, et leur présentation architecturale, qui sont de véritables mises en scène, en fait, de leur qualité, dans le Parc des Nations, ont pour but de mettre en valeur à la fois l'ancienneté de leur histoire et les richesses de leur culture. Ici, donc, c'est le temple d'Hathor qui représente l'Égypte, qui ne correspond pas à un temple égyptien. Il n'y a pas de temple d'Hathor en Égypte. En fait, c'est une espèce de patchwork de plusieurs temples antiques qui venaient d'être fouillés par Mariette en Égypte, et dont il a fait une espèce de résumé, de raccourci tout à fait spectaculaire. Les expositions reflètent aussi l'état des relations internationales de leur époque. Elles sont pour le pays organisateur l'occasion de compter ses alliances. Ainsi, par exemple, pour l'exposition de 1900, qui réunit la participation de 58 pays, participation qui est symbolisée par une attraction extraordinaire qui s'appelait le Quai des Nations,
sur les bords de Seine, où on avait reconstitué des architectures, des pavillons, des architectures des principaux pays du monde présents à l'exposition de façon tout à fait spectaculaire. Et ce quai des Nations a été pastiché ici par un humoriste de l'époque qui s'appelait Jean Weber, qui au lieu donc de présenter les pavillons, lui a présenté les chefs d'État. On a depuis l'italien, le turc, l'américain, François-Joseph l'autrichien, Victoria, vous avez Victoria ici. Ils sont tous les pieds dans l'eau, au bord de la Seine, c'est aussi le quai des Nations. Et ils ont tous un petit... Alors, d'une part, ils ont un chapeau, un couvre-chef qui rappelle l'architecture de leur pays, donc qui permet de les identifier par rapport au vrai pavillon du quai des Nations. Et puis ils ont pour beaucoup un petit quelque chose, si j'ose dire, qui rappelle une anecdote. Alors là, bon, Victoria, elle a bien sûr la rose d'Angleterre. Là, c'est Léopold, le roi des Belges, qui lui a une danseuse. Alors là, c'est très pervers parce que c'est une allusion à peine déguisée à Cléo de Mérode, évidemment, qui était sa petite amie, quoi, disons. Voilà. Donc, et puis on a par exemple des détails qui font tout à fait écho à l'actualité de l'époque, puisque le Turc, qui a le Hunter très malade, il ne faut pas oublier qu'on surnomme la Turquie l'homme malade de l'époque, l'homme malade du monde à l'époque, a aussi les pieds dans un bain de sang. Voilà. Et puis, pour certains, comme Napoléon III, qui a très bien compris l'usage des expositions universelles, puisque lui, il avait pris l'initiative d'en organiser 2 pendant son règne, eh bien, elles sont l'occasion de faire reconnaître par le Concert des Nations une dynastie qui est arrivée au pouvoir par des moyens un peu discutables. Alors, les expositions jouent également un rôle important dans l'urbanisme de la ville. Même si les installations sont éminemment éphémères, puisqu'elles sont construites en fait pour ne durer que le temps de l'ouverture au public de l'exposition, c'est-à-dire 6 mois, donc en utilisant des matériaux légers, souvent c'est du bois, du stuc, de la toile, du plâtre, enfin il y a peu de constructions en pierre de taille, néanmoins elles font évoluer les villes qui les accueillent et laissent une forte empreinte sur ces villes. Alors là, je remets le tableau des visiteurs parce que, évidemment, pour accueillir des millions de visiteurs à Paris, Paris a dû s'équiper d'équipements nouveaux, de gares. En 1900, c'est la gare d'Orsay et la gare des Invalides qui sont construites pour ramener les visiteurs au cœur même de l'exposition. D'hôtels, le grand hôtel du Louvre, à côté du Louvre, qui a été construit pour l'exposition universelle de 1855 par Pereire. Des moyens de transport, en 1867, les bateaux-mouches sur la Seine. Les bateaux-mouches que nous pouvons passer tous les jours, en fait, datent de cette époque-là. Et puis, un autre exemple qui est bien connu, la ligne numéro 1 du métropolitain, qui a été construite pour l'exposition universelle de 1900, même si elle a été un petit peu en retard par rapport à l'inauguration de l'exposition. Ça, c'est un autre caractère important des expositions, c'est que souvent, quand on les inaugure, tout n'est pas construit, on est un peu en retard. Alors, ces expositions induisent également la création de musées, comme le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui est ouvert à la suite de l'exposition de 1878, et l'actuel musée de l'Homme, qui lui succède à l'occasion de l'exposition internationale de 1937. Puis elles édifient des monuments qui perdurent. On a hérité de ces expositions universelles du XIXe siècle, la Tour Eiffel, le Grand et le Petit Palais, le pont Alexandre III, la gare d'Orsay, le Palais des Colonies, le Zoo de Vincennes, le Palais de Chaillot. Et elle favorise également le développement de nouveaux quartiers, comme par exemple le quartier de Chaillot, qui, en 1867, n'est encore qu'une colline vide de toute habitation et qui, au fur et à mesure qu'il va y avoir des expositions, va s'urbaniser de façon tout à fait intéressante, ou même le Champ de Mars qui va avoir également une urbanisation favorisée par les expositions. Mais alors, au-delà du seul développement urbanistique, les expositions universelles subvertissent la ville. Elles en abolissent les repères spatio-temporels, elles créent ce qu'on pourrait appeler des illusions d'optique urbaine, transformant les cités en kaléidoscope des architectures du monde. Dans l'espace clos de l'exposition, à Paris comme ailleurs, on va voir désormais fleurir des maisons à colombages, des palais italiens, des minarets orientaux. Par exemple, les Parisiens ont pu voir la première fois une mosquée à Paris en 1867 sur le Champ de Mars.
On va voir également des pagodes chinoises, enfin des pagodes extrêmes orientales, comme par exemple ici le parc de la Chine, toujours en 1867. On va voir des villages africains, particulièrement aux expositions, dans les sections coloniales, puis à l'exposition coloniale de 1937, ou même un temple aztèque, comme la pyramide de Xochicalco, toujours en 1867 sur le champ de Mars. Alors là, c'est une reconstitution, bien sûr, qui est faite par un voyageur, un archéologue qui a participé à la commission scientifique du Mexique, donc qui est allé au Mexique pendant la campagne du Mexique, qui a fait sur place des fouilles, qui a trouvé donc le temple de Xochicalco, qui en a fait des estampages à partir desquels il a pu reconstituer cette réplique en plâtre qui était dressée sur le champ de Mars et qu'il faisait visiter d'ailleurs. C'était une entreprise privée, donc c'était assez frais. Donc c'était tout à fait étonnant pour les Parisiens de l'époque, qui s'intéressaient beaucoup. Il faut dire que les Français à l'époque ne voyagent pas beaucoup, mais s'intéressent beaucoup au monde à l'ailleurs, au monde ultramarin. Et grâce particulièrement à toute une presse illustrée qui a beaucoup de succès. On connaît bien l'illustration, mais il y a également le monde illustré, la nature, qui sont des périodiques qui sont extrêmement lus par les Français. Et on en trouve par exemple, dans beaucoup de familles, on peut en trouver dans vos familles. Et puis également, il y a une subversion du temps. On peut se retrouver tout d'un coup plongé dans un quartier du Paris médiéval, comme ici, avec le vieux Paris de l'exposition universelle de 1900. Alors il y a une question qui est très présente dans les expositions universelles, sur laquelle moi je me suis attachée à travailler parce que je trouve ce sujet très intéressant. C'est la question des identités nationales. Les expositions sont des manifestations cosmopolites par nature, de par la diversité des origines des exposants et des visiteurs. Ce tableau de Béraud, qui représente le dôme central de l'exposition universelle de 1889, le reflète très bien, puisqu'on a là des personnages très caractéristiques de civilisations différentes, de cultures différentes, entre la belle parisienne au bras du beau militaire et ces messieurs enturbanés qui viennent certainement d'Afrique du Nord. Donc ces expositions vont être amenées très vite à se transformer en fenêtres ouvertes sur tous les ailleurs du monde. En présentant des produits exotiques, des architectures lointaines et des populations que je qualifierais de dépaysantes, elles offrent ou prétendent offrir le tour du monde en un jour. C'était le slogan de l'exposition coloniale internationale de 1931 qui est repris sur cette affiche. Sous le prétexte d'instruire le public d'autres mœurs et d'autres cultures, mais aussi, surtout, ça c'était la condition sine qua non, de le distraire et de l'étonner, elle propose une certaine appropriation du monde qui a façonné même nombre de nos jugements contemporains. Confrontés très tôt à la dictature de la rentabilité, les organisateurs ont misé sur des attractions capables d'attirer un public nombreux et ont transformé ces fêtes du progrès en véritables lunaparks. À cette fin, ils exploitent volontiers deux filons qui se révèlent profitables. D'une part, l'exotisme qui est partout, et la découverte de civilisations qu'on pourrait penser disparues et qui sont très fascinantes pour le public grâce à une discipline qui est naissante à l'époque mais qui va atteindre très vite un grand succès au XIXe siècle, l'archéologie. Donc sans doute autant qu'en matière de technique, les expositions universelles ont joué un rôle très important dans la popularisation de l'archéologie en mettant à la portée du grand public des découvertes récentes sous une forme accessible, souvent ludique, mise au service de la pédagogie. Et on peut donc en trouver une très belle, une belle illustration dans la révélation du Mexique ancien, d'abord à travers la réplique en plâtre de la pyramide de Xochicalco, que je vous ai montré tout à l'heure, et ça c'était en 1867, et avec ce palais aztèque, édifié par Antonio Anza pour le gouvernement mexicain à l'exposition universelle de 1889. Donc évidemment, c'était des choses qui plaisaient énormément au public. Quant à l'exotisme, il est partout présent dans les expositions, depuis le Parc des Nations de 1867 jusqu'à la rue du Caire de 1889. La rue du Caire de 1889, c'est la reconstitution avec des vrais matériaux récupérés sur des chantiers de démolition
du centre-ville du Caire. À ce moment-là, le centre-ville du Caire se transforme beaucoup, on détruit les vieux quartiers pour faire des avenues modernes. Et donc, Delors de Gléon, qui est un résident français au Caire, récupère ses bouches à rabier, ses portes, toutes ces pièces d'architecture typiques. Et à partir de là, il reconstitue, un peu en modèle réduit, une vieille rue du Caire à l'exposition universelle de 1889. Et cette attraction, puisqu'il s'agit d'une attraction, a beaucoup de succès et elle sera reprise en 1900 sous la forme d'une rue d'Alger. Ces présentations rencontrent généralement un grand succès en comblant une curiosité populaire très vive pour les pays lointains, souvent fantasmés, déformés ou réinterprétés, largement inspirés par l'orientalisme qui est alors à la mode dans la littérature et les beaux-arts. Alors beaucoup de pays périphériques qui ne peuvent pas rivaliser sur le plan de l'industrie avec les pays occidentaux viennent quand même dans les expositions pour se mettre en scène sous un jour le plus avantageux possible, attractif pour attirer des investisseurs. Et ce jeu n'est pas sans ambivalence car se fait parfois au prix d'arrangements dangereux avec la réalité et parfois même à leur propre détriment, car les expositions universelles collent des étiquettes qui ont tendance à être bien tenaces. Les expositions, en effet, s'adressent à un public très large qui se compte par millions, mais qui n'est sélectionné ni par son niveau de culture ni par son niveau d'études. Pour marquer les esprits, elles doivent donc recourir à des images fortes, impressionnantes, mais peu subtiles, avec bien sûr les inévitables approximations et caricatures que cela entraîne. Et derrière le succès se cachent souvent des malentendus et des désillusions. C'est le cas tout particulièrement de l'Égypte. L'Égypte qui est pourtant arrivée en 1867 tout auréolée de la caution scientifique de Mariette, qui s'était attachée à faire des reproductions très fidèles à la réalité, tant sur le plan archéologique que sur le plan ethnographique. Là, c'est un magnifique caravansérail qui avait été reconstitué dans le parc égyptien. Mais en 1889, elle se retrouve victime d'une image folklorique, galvaudée, qui est faite de danseuses du ventre. Donc si elle figure dans l'exposition de 89 et dans les suivantes, c'est prise au piège de sa propre caricature et ravalée au statut d'attraction, celle de la rue du Caire et autres cryptes des pharaons. Alors il y a un autre aspect qui est important, c'est les sections coloniales et l'aspect colonial des expositions. Car les expositions proposent également à leurs visiteurs occidentaux une certaine appropriation du monde qui passe aussi en grande partie par les sections coloniales. Alors les spectacles ethniques, comme ici par exemple les villages nègres, je cite, je mets plein de guillemets autour de cette citation évidemment, de 1889, des reconstitutions donc de villages indigènes ou supposés-tels, les expositions également de collections d'exotica qui sont rapportées par les voyageurs, elles jouent un rôle déterminant dans la reconnaissance des sciences de l'homme en un moment où l'anthropologie et l'ethnologie particulièrement triomphent. Les expositions coloniales qui se multiplient à partir des années 1880 jusqu'à s'autonomiser en expositions spécifiques pour mieux vendre la colonisation à une opinion publique qui est souvent réticente à s'expatrier, sont aussi source de collections anthropologiques et ethnologiques qu'on retrouve aujourd'hui sur les étagères de nos musées. Toutes les classes sociales, et pas seulement les cercles académiques, semblent gagner par une espèce de fièvre ethnographique. Certaines attractions grand public, comme la rue du Caire, dont je vous ai déjà parlé, les villages nègres, dont j'ai déjà parlé, mais aussi les villages nègres, et aussi les pousse-pousse, qui sont un moyen très pratique de promener le public dans les vastes espaces des expositions, mais qui sont aussi une attraction exotique qui a beaucoup de succès. Donc vont se multiplier et vont créer ce qu'on pourrait appeler une espèce d'ethnographie du pauvre, une ethnographie à bon marché, mais qui plaît beaucoup au point que bientôt il est impossible d'envisager une exposition sans elle. Ainsi, l'exposition internationale de Lyon, qui se tient en 1914, dont le thème est la cité moderne et qui s'attache en fait à des questions d'hygiène urbaine, a elle aussi son village sénégalais, ses coulis chinois qui assurent la promenade en pousse-pousse pour, bien sûr, le plus grand plaisir des visiteurs.
Dans l'esprit de leur créateur, au milieu du XIXe siècle, les expositions internationales devaient contribuer à établir durablement la concorde entre les peuples en leur proposant un idéal de progrès et de prospérité partagée. Mais si ces manifestations sont des lieux de rencontre et d'échanges pacifiques, elles sont aussi souvent des lieux de confrontation plus ou moins implicites. Elles ne sont pas des enceintes neutres, préservées, étrangères aux événements politiques, militaires ou diplomatiques de leur temps. Elles sont étroitement imbriquées dans le jeu des relations entre les nations, tout comme elles diffusent la propagande des États en faveur de la colonisation. Les périodes où elles atteignent leur développement le plus brillant, c'est-à-dire la période 1850-1937, connaît aussi des tensions multiples, des crises internationales lourdes, des conflits armés, la mise en œuvre aussi d'une colonisation plus intensive, et l'interaction est inévitable. Les expositions universelles reflètent l'état des relations internationales tout autant qu'elles participent intimement à leur construction. En inaugurant l'exposition universelle de 1855, Napoléon III disait « J'ouvre avec bonheur ce temple de la paix qui convie tous les peuples à la concorde », alors qu'au même moment, plusieurs puissances européennes se combattaient en Crimée. On connaît aussi la spécificité des relations entre la France et l'Allemagne à partir de l'exposition universelle de 1878, mise en scène de la puissance sidérurgique allemande d'une part, valorisation des savoir-faire et du goût français de l'autre. Les expositions sont des lieux où les nationalismes s'exacerbent. Quant à l'exposition internationale urbaine de Lyon, ouverte le 1er mai 1914, pour promouvoir la politique urbaine d'Édouard Herriot, elle est rattrapée, frappée en plein cœur, dira un journal lyonnais, par la Grande Guerre, le 1er août 1914. Suite à la déclaration de guerre, les pavillons de l'Allemagne et de l'Autriche doivent fermer leurs portes, et les exposants de ces nations, qui sont des nations désormais ennemies, doivent faire leur bagage au plus vite, sous peine bientôt d'être emprisonnés comme prisonniers de guerre. Le public, dès lors, a d'autres soucis et bien sûr se désintéresse de l'exposition qui se solde par un échec. L'exposition internationale des arts et des techniques de la vie moderne de 1937 est elle aussi placée particulièrement sous les auspices d'une union harmonieuse entre le beau et l'utile et se donne comme mission de promouvoir la paix. Pourtant, à plus d'un titre, elle annonce, voire devance, le second conflit mondial. Dans le pavillon de la République espagnole, trois œuvres majeures. Le Faucheur de Miro, que l'on voit ici en cours d'exécution, Guernica, bien sûr, de Picasso, et puis La Fontaine de Mercure d'Alexandre Calder, dédiée aux mineurs d'Almadène, sont exposés. À quelques pas de là, non loin du pavillon de la paix, qui se font face, les deux pavillons monumentaux, le pavillon nazi, ici, l'Allemagne, et le pavillon donc orné d'un aigle, et le pavillon de l'Union soviétique, orné du fameux couple de Kolkhosia, qui, bien sûr, avec nous sommes au courant de ce qui s'est passé après, mais déjà à l'époque, s'est préfiguré un affrontement qui était bien menaçant. Alors, et aujourd'hui ? Il y a encore des expositions universelles aujourd'hui. Alors, on peut penser, d'ailleurs certainement, que telle qu'elle s'était développée avant la Seconde Guerre mondiale, la formule exposition universelle pouvait sembler être devenue obsolète. Pourtant, les valeurs de moteur de la croissance économique et sociale, d'enseignement, de promotion de la qualité de la vie qui les caractérisaient restent d'actualité. Pour préserver la portée universelle de ces valeurs, les expositions ne cessent d'actualiser leur contenu, leur mode de présentation et de communication. Elles continuent certes à divulguer l'innovation. Ainsi, au premier lingot d'aluminium présenté en 1855 à l'exposition, répondait le ciment transparent du pavillon de l'Italie à l'exposition de Shanghai en 2010. Et à la télévision, présentée à New York en 1939, faisaient écho les écrans tactiles du pavillon finlandais de la même exposition de Shanghai. Mais il ne s'agit plus d'une vision fondée seulement sur les matériaux, sur les produits de pointe. Les solutions nouvelles et les meilleures pratiques essentielles à l'avenir de la planète sont centrales dans les expositions du temps présent. C'était l'eau et le développement durable à Saragosse en 2008, Meilleure ville, meilleure vie pour Shanghai 2010, pour des côtes et des océans vivants, diversité des ressources et activités durables à Yeosu en 2012, Nourrir la planète, nourrir la ville pour Milan en 2015
et Énergie du futur pour Astana en 2017, qui va s'ouvrir très bientôt. Donc on l'aura compris, les expositions universelles continuent à s'affronter aux défis du monde contemporain dans un esprit de débat et de coopération internationale. Et à Paris, l'exposition universelle, elle est encore particulièrement d'actualité, puisque Paris est candidate pour l'exposition de 1925. Donc l'histoire de Paris et des expositions universelles n'est pas finie. Merci. 2027. 2027.